Je fais partie aussi de ASPO France. ASPO, c'est the Association for the Study of Peak Oil and Gas. Je répète. The Association for the Study of Peak Oil and Gas. C'est-à-dire, en fait, ASPO était fondé en 2003 par des anciens, c'était des ingénieurs de pétrole à la retraite. Ils disaient, à l'époque, ils disaient qu'il va y avoir un problème d'approvisionnement de pétrole. Ils prévenaient qu'il y aurait des problèmes de pétrole. Alors je vais en parler un tout petit peu. Alors moi je suis membre d'ASPO depuis l'an dernier. Et je suis membre d'ASPO depuis l'an dernier parce que je travaille sur le prix du pétrole. Alors il y a... Quand on parle du pétrole, on parle de deux choses. On parle de ressources en pétrole. Enfin, ressources plus généralement pour des combustibles fossiles. Donc il y a ce qu'on appelle des ressources, et ça c'est la quantité qu'il y a dans le monde. Et déjà, il y a des incertitudes, c'est difficile d'estimer ça. Bon, il y a des façons pour l'estimer, mais c'est pas facile. Et il y a ce qu'on appelle des réserves. Alors, les réserves en pétrole, c'est le sous-ensemble des ressources qu'on peut extraire en dégageant un bénéfice. Et donc, ça dépend du prix. Ça dépend du prix. Et le prix dans le pétrole, si on regarde des prévisions, des institutions qui sont supposées prévoir le prix du pétrole, elles sont très mauvaises. Donc ces prévisions sont très mauvaises, et puis moi j'ai commencé à travailler sur le prix du pétrole. Et donc c'est grâce à mes travaux sur le prix du pétrole qu'ASPO a accepté de me mettre parmi eux. Donc c'est depuis un an. Alors, ma première question, la première chose, nous à ASPO et mon point de vue, mon point de vue personnel, c'est que l'énergie, c'est le cœur de l'économie. C'est-à-dire, pour comprendre la croissance économique, moi je pense qu'il faut comprendre la croissance énergétique. Et il y a des antécédents. C'est-à-dire, la plupart des économistes ici ne pensent pas de la même façon. Il y a quand même des antécédents. Il y a des antécédents au XVIIIe siècle. C'était des... comment ils s'appellent ceux-là? Des physiocrates. Des physiocrates, oui, quelque chose comme ça. Les physiocrates, c'était Richard Cantillon et François Quesnay, c'était des économistes du XVIIIe siècle, et eux, ils pensaient que la richesse se trouvait dans les terres. Et à l'époque, la richesse se trouvait dans les terres parce que la production agricole, c'était dans les terres, donc pour eux, la richesse était dans les terres, et puis le travail, c'était pour extraire ces richesses. Après, ils ont un peu été éclipsés. Au XXe siècle, il y a le club de Rome. Le club de Rome, c'était c'était plein de monde, hein. C'était des industriels, c'était des économistes. Et ils se sont posé la question, qu'est-ce qui va se passer quand on arrive à des limites et des ressources naturelles? Et le club de Rome, ils ont commandé un rapport qui est devenu le livre, comment il s'appelle ce livre en français? Les limites de la croissance. Et la limite de la croissance a été publiée en 1974. Et dans ce bouquin, c'était la première fois qu'ils ont regardé l'économie avec un système dynamique qu'ils ont mis sur un ordinateur. Et le résultat, c'était, on est arrivé à la fin des croissances dans les premières décennies du 21e siècle. Ça, c'était le modèle en 1974.
Et bon, ils ont perdu la guerre médiatique, c'est-à-dire ils ont été un peu discrédités pour parler dans les médias et ils ont été un peu oubliés. Alors l'autre mouvement économique, c'était le mouvement de la permaculture. Et la permaculture, en fait, ils rejettent entièrement. Enfin, ils font une nouvelle économie, quoi. Et la permaculture, donc, c'était des Australiens dans les années 70 qui ont fondé ce mouvement. Et c'est l'inspiration pour les. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a des villes en transition. C'est des villes en transition énergétique. Et derrière ce mouvement, en fait, c'est des gens qui ont étudié la permaculture qui sont derrière ce mouvement. D'accord? Donc ça c'est mes antécédents. Donc c'est pour dire que je ne suis pas entièrement tout seul à penser que le cœur de l'économie, c'est l'énergie. Alors, maintenant j'ai mes principes, moi je suis mathématicien. Et donc Y c'est le PIB. C'est le PIB planétaire. D'accord? Alors, moi je ne sais même pas comment on calcule ce truc-là. Mais ce qui m'intéresse, ce sont des unités. Il faut que ça soit, pour moi le PIB, c'est une mesure. Moi je suis mathématicien, donc une mesure, je comprends. Donc le PIB, c'est une façon de mesurer l'économie. Et donc pour moi, le PIB, c'est on mesure les quantités mesurables. Et quelle est une quantité? Qu'est-ce qui définit une quantité mesurable? Ce qui définit une quantité mesurable, c'est une quantité avec un prix. Et donc moi je considère que le PIB ou autre chose, hein, je peux voir plein de mesures. Tout ce que je veux, c'est que l'unité soit de devise. Alors le PIB, ça va de RD, parce que je considère que, alors Q c'est un vecteur. Et c'est le vecteur de toutes les quantités mesurables. C'est-à-dire, toutes ces quantités, ils ont un prix. Et en général, ce prix, c'est le prix par unité. D'accord? Donc, j'ai des quantités mesurables, c'est-à-dire des quantités avec un prix, et puis j'ai un prix par unité. Et maintenant, ma deuxième question, comment est-ce que je détermine qu'une quantité est très importante pour l'économie? Parce que ça c'était la question, parce que moi je pense que l'énergie c'est une quantité très importante, et je veux savoir comment est-ce que je vais déterminer qu'une quantité est très importante. Donc moi je suis un peu banal, hein, je prends des dérivés. Alors, le cœur de ce que je vais parler, c'est un truc qu'on appelle en anglais cost share. Donc, ça c'est une définition. En anglais, ça s'appelle cost share. Qu'est-ce que c'est? Quelquefois, on appelle ça l'intensité de la quantité QI dans l'économie. Ça, c'est la proportion. C'est la proportion de l'économie consacrée à la quantité QI. C'est-à-dire, combien je dépense dans QI? Je dépense la quantité produite fois son prix. Et donc ça, c'est tout ce que je dépense dans la quantité. Et puis je normalise, je divise par Y. Et ça me donne la proportion de l'économie consacrée à la quantité QI. Après, je peux... Si je multiplie ça par Y et je divise par CI, Y est égal à PI sur CI, je peux aussi faire PI est égal à quoi? C'est CI Y divisé par QI. Ah, c'est génial.
génial. C'est absolument génial parce que j'ai une expression qui me donne le prix. J'ai une expression qui me donne le prix. Alors, des économistes, ils ont un truc que j'ai jamais bien compris, ils ont l'offre et la demande, des machins, trucs. Pour eux, le prix, c'est l'équilibre. Mais, faut que je dise au départ, c'est d'ailleurs, moi j'ai l'impression que les économistes, ils regardent l'économie, ils disent, ah, la dérivée est zéro. Qu'est-ce qui a été maximisé? Et les dérivés zéro, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux savoir où on va et à quelle vitesse. Donc moi, je cherche les dérivés qui ne sont pas zéro. Je regarde dans l'économie, je dis où sont les dérivés pas zéro, où sont les dérivés positifs, où sont les dérivés négatifs. Je veux savoir où on va. Donc c'est pour ça que je prends des dérivés. Et le fait d'avoir une expression pour le prix comme ça j'aime bien, parce que ça, je peux le dériver. Et si je peux dériver une expression pour le prix, je peux savoir où va le prix, à quelle vitesse, et ça me donne des informations. Donc, j'essaie à... Alors, ça c'est la dérivée de... d'où ça vient ça? Ça vient de cette équation. Donc cette équation, on prend le log. On prend le log, et puis on dérive. Si je dérive par rapport à QI, donc on dérive plus bêtement, on tombe sur ça. Alors, j'insiste sur le fait que j'ai fait aucune hypothèse. Je n'ai pas supposé que les gens étaient rationnels, irrationnels, bêtes, intelligents, débiles. Donc ça marche pour n'importe quelle économie. Ça marche pour l'économie du dominant, ça va marcher pour toutes les économies qu'on peut mesurer. Ça marche toujours, c'est toujours vrai ça. Toujours vrai. Alors, si on intègre ça par rapport à QI, on tombe sur ça. Il faut me faire confiance. J'ai vérifié plein de fois, je me suis trompé plein de fois, mais je crois que c'est juste. Donc, ça c'est l'indice. Ça c'est l'indice du PIB, est égal à l'indice du prix fois l'indice de QI divisé par l'indice, et on divise parce que c'est un moins. Donc si on intègre, on tombe sur ça. Et donc, ça c'est l'équation. Donc, comment est-ce que je sais qu'une quantité est importante dans l'économie? Comment est-ce que je le sais? Alors, je le sais parce que cette dérivée doit être grande. Donc, si cette dérivée est grande, ce côté est grand. Enfin, je multiplie par Y. Si ce côté est grand, ce côté aussi doit être grand. Alors, on va regarder juste ce terme. Juste ce terme. Donc, tout le terme doit être grand. Mais pour moi, comment est-ce que je vais savoir si cette quantité est grande? Donc, juste ce terme, ce que je remarque, c'est qu'il y a un signe négatif. Et donc, si ce terme est grand, ou bien, enfin, si ce terme est grand, cette dérivée doit être négative. D'accord? Cette dérivée doit être négative. Parce que si cette dérivée est négative, ce terme-là est positif. Si cette dérivée est positive, ça veut dire que ce terme-là, au moins, enfin, ce terme-là va être négatif, et plus ce terme-là est négatif, plus ce terme-là... Donc, c'est la dynamique
pour moi, la dynamique du quotient, c'est-à-dire sa dérivée, c'est ça qui me donne l'indice des choses importantes dans l'économie. D'accord? Ah oui, juste une remarque. J'ai pris la dérivée par rapport à QI. On peut faire la même chose si on prend la dérivée par rapport au prix. C'est exactement... c'est symétrique par rapport au prix. Donc on peut faire la même chose avec le prix. Si on veut savoir quel est l'effet de prix sur l'économie, on regarde ça. Ok? Bon. Ça c'est le cost share de l'énergie en Angleterre de 1300 à 2008. C'est une mesure du cost share de l'énergie avec, la nourriture est inclue dans l'énergie. La nourriture est inclue. Et quand on va par là, la quantité d'énergie augmente. Et son intensité énergétique diminue. Donc, la dérivée est négative. Dérivée négative. Pourquoi la dérivée de l'énergie est négative? Enfin, pourquoi ça indiquerait... Pourquoi en fait, quand on crée de l'énergie, le but, c'est pas de faire de l'énergie. On ne fait pas de l'énergie pour rien. On fait des feux juste spectaculaires, avec des feux d'artifice. Mais en général, on fait de l'énergie pour le mettre dans un moteur. Et le moteur, ça va faire tourner une autre industrie. C'est-à-dire, sans énergie, on n'a pas d'avion, on n'a pas l'industrie du tourisme, on n'a pas... Donc le but, c'est pas de créer de l'énergie pour l'énergie, le but, c'est de créer quelque chose d'autre dans l'économie. Et ça m'explique que son cost share diminue. Et le fait que son cost share diminue, ça me dit... pour moi, c'est une indication de l'importance de l'énergie. Je regarde sa dynamique et pas ce qu'il est. D'accord? Donc ça, c'est une justification. Oh, bon, il y a autre chose. Il y a le prix, je vais en parler après. Note que... Attention, hein. Parce qu'il y en a qui disent que s'il y a pénurie de quelque chose d'important dans l'économie, le prix va monter et le marché va trouver une solution. Quelque chose d'important dans l'économie, ce terme-là est positif. Regardez, la dérivée du prix par rapport aux quantités, positive. Enfin, si ce terme-là est positif, bon, il y a ça c'est toujours positif, mais ça. Si la dérivée du prix est positive, ça veut dire que moins j'ai de quantités, plus le prix est bas. Donc si quelque chose est très important dans l'économie et ça manque, son prix risque de diminuer. Et ça c'est tout ce que j'ai fait, j'ai pris une dérivée, rien d'autre. Bon, on va voir par la suite. Il fallait que je vous montre ça. Ça c'est le cost share de la finance. Entre 1947 et ça, vous remarquerez que le dérivé est positif. Pour moi, ça me dit que le secteur finance est très inefficace. Pourquoi? Parce que si le secteur finance était efficace, on mettrait les ressources vers des secteurs de l'économie qui allaient croître beaucoup plus vite que le secteur de la finance. Mais le secteur de la finance, plutôt que de faire croître le reste de l'économie, ça capte l'argent et devient très inefficace parce que ça monte. Par contre, il y a quelque chose qui est lié au cost share. En général, si le cost share est grand, le pouvoir politique est grand. Oui, s'il y a un grand cost share, ils disent aux politiciens, nous on est très importants, on a beaucoup de... On est une grande partie de l'économie, donc notre pouvoir politique est très grand. Alors, je vais adopter la Churchill et Nefedov, enfin leur vocabulaire. Je vais adopter le vocabulaire de Churchill et Nefedov.
Turchin et Nefedov, bon, il y en a un qui est historien, l'autre est biologiste. Mais ils ont étudié dans l'histoire, ils ont vu des cycles qui se répètent dans l'histoire de l'humanité. Et c'est des cycles où ils disent qu'il y a, enfin ils appellent ça des cycles séculaires, où il y a une période de croissance, après il y a une période de ce qui s'appelle stagflation, et après il y a une période après la stagflation en général c'est une grosse crise. Et après la crise il y a contraction de la population, contraction de l'économie. En général, ça se termine par des guerres civiles. Mais donc je pose juste que l'économie dépend je vire toutes les autres quantités et je prends le pétrole. Parce que le pétrole, c'est ce que je connais le mieux. Donc je dis, bon, l'économie, ça dépend que du pétrole. Et donc, mon économie, je peux l'écrire comme Q puissance alpha. Et donc, si j'utilise ma formule de prix là, ça veut dire que le prix c'est CKQ alpha moins 1. Et maintenant, je vais juste, enfin, ça c'est juste pour donner une indication de, si on fait, enfin, on peut évaluer alpha. Ce qu'on fait, avec des données empiriques. On prend le log et puis on fait de la régression linéaire. Et puis on détermine empiriquement ce que était alpha. Alors alpha dans alpha G c'est pour growth. G c'est pour growth. Et ça c'est la période de croissance dans la production de pétrole. Entre 1937 et 1970, la production de pétrole a augmenté d'à peu près 7% par an. Et donc, tous les ans, 7%. Et si on fait cette régression, on calcule alpha G, c'est 2 tiers, à peu près. C'est à peu près 2 tiers. 2 tiers. Ah, cette formule est vachement intéressante. Cette formule est vachement intéressante parce que, regardez ce qui se passe si alpha est égal à 1. Si alpha est égal à 1, le prix ne dépend pas des quantités. Le prix dépend uniquement des variations de prix, dépend uniquement des variations du cost share. Vous voyez, si alpha est égal à 1, il y a plus de dépendance sur la quantité. Si alpha est plus grand que 1, la dépendance du prix, c'est ce que je disais, si c'est très important, plus alpha est grand, plus on a une dépendance. Mais ce que j'avais dit, que si alpha est plus grand que 1, la dérivée du prix par rapport à la quantité est positive. Et si alpha est plus petit que 1, bon, la dérivée est négative. Donc voilà. Alors, oui. Je disais, bon, pour nous, la stagflation a commencé en 1970, et là, alpha F devient 2,27, qui est plus grand que 1. On a un R carré qui diminue, on dit que l'intensité énergétique diminue. Et donc, il y en a qui disent que ça c'est un très bon signe parce qu'on a besoin de moins d'énergie pour croître l'économie. Alors, si on met pendant la croissance, je suis d'accord, ça c'est une très bonne chose parce que si on suppose qu'avec alpha G, si on suppose qu'on augmente la production de 7%, avec ce modèle, on a une augmentation de 7% de l'économie et le prix diminue de 0,97 fois l'indice du cost share. Alors la plupart du changement, ça vient du cost share qui va changer.
pendant la stagflation, on augmente de 10%, l'économie croît de 23%, et le prix en fait augmente. Si le prix diminue, c'est parce que tout est à cause de l'indice du cost share. Tout changement de prix, c'est le cost share. Qu'est-ce qui se passe si on contracte? Si on se contracte, si on perd 10%, pendant la période de croissance, il y a une contraction de 7% de l'économie, le prix augmente de 3%, fois l'indice du cost. Pendant la stagflation, là, on est beaucoup plus efficace dans l'utilisation de l'énergie, parce que quand on est plus efficace, alpha de t augmente. Alors, je voudrais juste dire, oui, c'est ça que j'ai dit. Alpha de t augmente ici dans le sens d'efficacité. Alors, ça c'était remarqué. Il a été remarqué par Jevons en 1860 qu'à chaque fois que les moteurs à vapeur devenaient plus efficaces, le prix du charbon augmentait. Et c'est évident, si on regarde le modèle, si alpha de t augmente, ça va monter l'économie et puis ça va monter le prix. Donc Jevons, il a remarqué que alpha de t augmente, et ça s'appelle le paradoxe de Jevons. On devient plus efficace et le prix monte. Ou l'effet de rebond. En période de contraction, par contre, si on utilise l'énergie de façon très efficace et il en manque, la contraction est plus importante. Donc en fait, plus d'efficacité, ça amène à plus de dépendance. Parce que s'il en manque, si je suis très efficace et il me manque 1 litre, enfin, si je consomme 10 litres pour faire 1 kilomètre et il me manque 1 litre, bon, je vais manquer un petit peu, je vais faire un petit peu à pied. Mais si je fais 1000 km pour 1 litre et il me manque 1 litre, bon, il me manque 1000 km. Donc ça c'est catastrophique. Donc voilà. Alors comment utiliser ça? Bon, on écrit que l'économie c'est... ça c'est la partie de l'économie consacrée à l'énergie, ça c'est le complément d'énergie, CI c'est la partie consacrée à l'énergie divisée par le reste. Et puis on dit que si les cost share bougent, c'est un ajustement de l'économie et ça risque d'être compliqué pour l'économie. Ça risque d'être compliqué pour l'économie. En tout cas, c'est comme ça que j'explique ça. Donc, en noir, vous avez le prix du pétrole. Et en gris, vous avez les récessions. Et donc, vous avez remarqué qu'à chaque fois que le prix du pétrole monte, il y a une récession après. Bon, il y a des récessions, il y a celui-là, c'est une récession où il n'y avait pas d'augmentation de prix, mais bon, à chaque fois que ça monte beaucoup, bon, j'abrège, parce qu'il y a... Mais en tout cas, cette analyse est James Hamilton, c'est un économiste qui a étudié les chocs pétroliers et ce que je dis, c'est en accord avec ce qu'il a trouvé. Enfin, je crois, parce que le montée du prix du pétrole, ça a aidé en fait, c'était une cause de la récession. Alors moi, j'étais persuadé que le pétrole, c'était la clé de l'économie. Alors je me suis dit, si le pétrole est la clé de l'économie, si c'est pour le prix doit être caché là-dedans. Parce que ça c'est Jean Larrière, c'est un des fondateurs de ASCO qui a fait ce graphique. Alors il a fait ici c'est la production et ici c'est le prix historique. Et je me suis dit, la production, ça doit cacher quelque part le prix.
Mais quand on regarde ça, on est un peu... parce que c'est pas une belle fonction. Parce que une fonction, en général, il y a une valeur pour chaque... et là c'est pas le cas. Mais j'ai quand même... moi je ne suis pas très intelligent, mais je suis assez buté. Alors j'ai passé beaucoup de temps devant cette graphique en me disant, mais où est-ce qu'il est caché le prix? Et puis, ensuite, je me suis dit, mais justement, ça c'était la ici, le prix est bas. Et puis, mais la dérivée ici, la dérivée du pétrole, ça c'était la période de croissance, la dérivée était constante. Et donc, si est positif. Et donc, si la dérivée est constante et positive, et puis là, tout d'un coup, la dérivée s'arrête et le prix monte. Et je me suis dit, bon, je dois voir la dérivée. Et puis, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai trouvé le statisticien qui a bien travaillé avec moi. Et j'ai donné les variables parce qu'elle a regardé et elle a tout de suite dit oui. Il n'y a quand même pas beaucoup de temps pour me dire que... Moi, il me fallait beaucoup de temps pour dire que c'était la dérivée qui était la clé. Et elle, tout de suite, crac, oui, c'est la dérivée. Et puis, elle savait faire. C'est haute ligue. Et après, elle a hésité à bosser avec moi parce qu'elle m'intéressait. C'était mon ancienne étudiante. Donc voilà des modèles. On a utilisé la dérivée discrète. Donc normalement la dérivée c'est donc ça c'est la... Pour faire la dérivée, on prend la limite quand h tend vers 0. Pour voir une dérivée. Et nous, on a pris une dérivée discrète, on a pris h égale 1. Ah non. Et donc ça c'est la dérivée discrète. Et ça c'est la deuxième dérivée discrète. Alors, les propriétés sont similaires à la dérivée. Et donc, voilà le modèle. Ça c'est le modèle qu'on a trouvé. Enfin, ça c'est le modèle qu'elle a trouvé. Qui marche. C'est-à-dire historiquement, c'est-à-dire... Alors, pourquoi exposons de tout ça? Exposant de tout ça parce que le pétrole est ce qu'on appelle, je sais plus, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une petite variation de quantité, ça fait une grande variation de prix. Élastique. Élastique ou inélastique? Élastique. Donc petite variation de prix, grande variation, donc ça c'est l'exposant, parce que l'exposant, ça, une petite variation, ça le gonfle. Ça gonfle, ça le fait plus grand. Alors remarquez, le coefficient de la quantité est positif. Le plus grand coefficient, c'est le coefficient derrière la dérivée. Et c'est normal de penser que la demande, ça dépend de ce qu'on a consommé l'an dernier. Et donc s'il y a un changement de la quantité, c'est le changement de quantité qui donne le plus grand signal de prix. Parce que quand quelque chose est important, il y a pénurie, on remarque tout de suite une montée de prix, mais ce modèle dit que la montée de prix est temporaire. Parce qu'une fois que la montée de prix est faite, si on devient plus constant, après le prix va revenir. Et ça revient parce que l'économie se contracte et il y a une récession. Et puis bon, il y a la deuxième dérivée, je ne vais pas en parler, mais bon, on peut, en pensant que c'est une deuxième dérivée, ça donne d'autres informations sur le 2 ans. Donc ça ce modèle, oui, enfin, c'est ça que je voulais dire. Le prix monte, ça entraîne que le cost share monte, ça entraîne une adaptation de l'économie qui fait une récession et le prix diminue. C'est ça que... Bon. Donc ça c'est... ça c'est le modèle du prix. Et ça c'est le prix.
Donc on a essayé, enfin on a pris le prix, on a essayé de caler le prix pendant la période de stagnation. Et donc on a un R carré de à peu près 2 tiers. Mais on a un nouveau modèle. Alors le nouveau modèle, on a rajouté parce que c'est bien connu que les taux d'intérêt, ça a une grande influence sur les prix du pétrole. Et donc, en fait, on a pris le taux de... Ça, c'est... ici, ce R, c'est pas le... Ça, c'est le R carré. Le R carré, il est passé de 2 tiers à 0,9882. Alors, il faut que je dise que toutes les données qu'on utilise sont très approximatives. Et donc, on ne peut pas espérer faire mieux que ça. Ça, on ne peut pas faire mieux. Impossible. Les données ne sont pas assez bonnes. En fait, il n'y a pas un prix du pétrole, il y en a plein. On ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux que ça, c'est pas la peine. Les données ne sont pas assez fiables. Alors, en fait, le modèle est donc ce R c'est rate, c'est le taux de la Federal Reserve aux États-Unis. Et donc, en fait, le meilleur modèle, ça venait de remplacer, au lieu de voir, avant, on avait ces 3 coefficients et une constante. Et là, on remplace la constante par le taux de la Fed. Et là, vraiment, il y a quelque chose. C'est. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que le modèle précédent, enfin ce modèle aussi, on ne peut pas s'en servir pour faire des prévisions. Parce que quand on découpe, si on découpe en période de 15 ans et on calcule les coefficients changent. Donc on ne peut pas faire des prévisions avec directement. C'est-à-dire ça donne un sens de ce qui influence le prix du pétrole, mais ça, puisque les coefficients ne sont pas stables, ici les coefficients sont plus stables. Ça marche mieux. Les autres coefficients, pour le premier modèle, les coefficients étaient vraiment pas stables. Ici c'est plus stable, mais c'est toujours pas ça. Donc il faut comprendre pourquoi le modèle marche plutôt que d'utiliser bêtement les coefficients et dire comment je peux savoir le prix du pétrole. Il faut comprendre pourquoi ça marche. Mais là, on est vraiment sur quelque chose. Alors, il y a certaines corrélations. Le prix du pétrole et le PIB mondial sont très corrélés. D'ailleurs, on peut prendre notre modèle et expliquer avec un R carré à peu près similaire, et Mélan l'a fait. D'ailleurs, les prévisions pour le prix du pétrole officiel, en général, ce qu'ils disent, c'est qu'ils disent, bon, la production sera à peu près ça, la taille, ils essaient de prévoir le PIB mondial, et puis ils basent le prix sur les prévisions sur le PIB mondial. Le prix du pétrole est très corrélé avec le prix de la nourriture. Ça c'est normal. L'agriculture dépend énormément du pétrole, et donc quand le prix du pétrole augmente, leur coût de production augmente aussi. Alors, ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est que le taux de la Fed, de la Réserve fédérale aux États-Unis, et des marges de l'industrie fossile sont corrélés aussi. Donc, moi, parce que j'essaie de faire ma propre... Je cherche la gloire posthume. Et donc, je cherche à faire une autre théorie de l'économie basée sur l'énergie. Et donc, moi je vais parler de... Il y a une économie financière et il y a une économie réelle. L'économie financière, c'est bon... c'est ce que les gens ils achètent, machin. Et puis l'économie réelle, c'est la richesse qu'il y a. C'est des biens de consommation qu'il y a.
Alors, la création monétaire, qu'est-ce qui va donc, la création monétaire, enfin, je parle des principes, la création monétaire stimule l'économie financière, enfin, le vrai économie, l'économie financière. Et ça c'est Keynes qui a dit ça. Et plus récemment, il y a Stephen Keen, c'est un économiste australien qui travaille en Angleterre. Et Dalio c'est, vous ne connaissez pas Ray Dalio. Ray Dalio c'est parce que moi je suis aussi des informations financières. Ray Dalio, il est chef de hedge fund. Et lui, il a toute une théorie sur les récessions basée sur le fait en fait, c'est sur la création d'argent. Il dit chaque fois qu'on crée de l'argent, quand on prend de la dette, ça stimule l'économie. Si on le rembourse, quand on rembourse la dette qu'on a fait, ça fait le contraire, ça contracte l'économie. Ça diminue l'économie réelle. Donc, quand l'économie financière n'est pas synchronisée, synchronisée, je ne vais pas définir précisément, mais si on crée trop de billets, on a de l'inflation. C'est ça qui est arrivé en Allemagne après la Première Guerre. Après la Première Guerre, ils ont fait marcher la planche à billets pour que mais il n'y avait rien à acheter et donc les prix de tout montaient. Donc on aurait une inflation. Si au contraire on ne crée pas assez de monnaie, même s'il y a de quoi acheter, si les gens n'ont pas d'argent, ça fait une contraction économique parce qu'on peut étouffer l'économie financière s'il n'y a pas assez de billets, si on distribue. Si personne n'a de quoi acheter, même s'il y a des biens, on ne peut pas les acheter. Donc ma conjecture, c'est que le vrai rôle des banques centrales, c'est-à-dire les banques centrales, ça marche bien, en fait, le vrai rôle, c'est de synchroniser l'économie financière avec l'économie réelle. Et là, on a quelque chose qui tient debout. C'est-à-dire, si on donne trop de billets, si on fait trop de création monétaire par rapport à l'économie réelle, on va créer de l'inflation, et si on n'en crée pas assez, ça étouffe l'économie. Et donc, en quelque sorte, pour moi, le rôle des banques centrales, c'est de synchroniser un peu l'économie financière avec l'économie réelle, faire créer pas trop d'argent, mais assez d'argent pour que l'économie marche. Deuxième conjecture, c'est que, regardez, c'est-à-dire moi je me base ma théorie économique sur l'énergie. Alors, pour moi, la production énergétique et les marges des industries fossiles, c'est meilleur que le PIB pour juger l'état de l'économie. En fait, moi, je veux balancer le PIB, j'ai dit, bon, c'est pas ce qu'il fallait regarder. Parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord comment le PIB, enfin, je ne sais pas comment c'est calculé, mais le PIB, mais il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec la façon dont c'est calculé. Et puis, on essaie de tricher maintenant, parce que, je ne sais plus où on met le trafic de drogue dans le PIB maintenant, on va faire croire on peut tricher avec le PIB. Mais par contre, les marges des industries fossiles et ce qu'ils produisent, ça on ne peut pas tricher. Et donc pour moi, c'est une meilleure indication de l'état de l'économie que le PIB. Donc ça c'est ma conjecture. Coluge. Donc ça c'est un livre qui n'est pas encore sorti. Ça sort au mois de mai. Know Me Friends. Vous ne connaissez pas Know Me Friends. Parce que moi j'ai dit la presse destinée à la finance. Et Know Me Friends, ce qu'elle dit, elle dit pour gagner de l'argent en bourse, c'est pas la peine de regarder qu'est-ce qui va gagner de l'argent. Il suffit de deviner ce que les banques centrales vont acheter. Parce que dans ce livre, les banques centrales détiennent, c'est 22 000 milliards, c'est 22 billions de dollars d'actifs financiers.
C'est à peu près 10% du total. Si on se demande pourquoi la bourse monte, il n'y a pas de regarder plus loin. Hein. Alors, la plupart de ce qui détient, ce sont des obligations. Alors, je n'ai pas lu son bouquin parce que c'est pas encore sorti et je ne vais pas l'acheter. Parce que je pense savoir ce qu'il y a dedans. Bon, elle a fait de la recherche et donc tout est, donc toutes ses sources et tout ça. Je sais ce qui s'est passé en 2009. En 2009, les banques centrales, parce que ça a commencé en 2009, après la crise financière de 2008, qu'ils ont commencé à acheter des actifs financiers. Et je sais ce qu'ils ont fait en 2009, parce que moi, ça, je les suivais de près. Ce qu'ils ont fait, ils ont sauvé leur comptable. C'est-à-dire, les gens qui étaient dans les banques centrales, ils venaient de l'industrie de la finance. Et donc, ils venaient d'une grande, je sais pas, ils venaient de l'industrie de la finance, et dans l'industrie de la finance, ils disent, bon, on a ces actifs, personne ne veut les acheter parce qu'on ne sait pas le prix, on croit que ça vaut peut-être rien, on ne peut pas les vendre, la banque centrale, il dit, bon, on achète. Or, les banques centrales, attention, les banques centrales, quand ils n'achètent pas avec leurs économies. Ils créent de l'argent. De rien. Ils disent, voilà l'argent. C'est génial. Imaginez si vous pouvez faire ça, vous allez au restaurant, hein, vous voulez de l'argent, hein, pas. Et donc pour moi, il y a un énorme. Cette création d'argent, ça crée une énorme inflation dans les actifs financiers. Ma soeur, elle a acheté une maison il y a 25 ans, elle a payé 45 000 dollars à Los Angeles. Ils ont mis, avec son mari, ils ont mis peut-être 40 000 dollars là-dedans. Elle vient de vendre la maison, 1,5 million de dollars. C'est la même chose dans toutes les grandes villes. Il y a eu une étude à Londres, ils ont dit, l'étude à Londres a dit deux choses. Première chose, ils ont dit, en fait, c'est pas le prix de la maison qui a augmenté, c'est le prix du terrain. Et aux États-Unis, à Los Angeles, c'est ça que les gens font, ils achètent le terrain, ils rasent la maison, ils en construisent quelque chose d'autre. C'est le terrain qui vaut cher. Ça. Et le terrain vaut cher, ça, à cause de toute cette création d'argent. Enfin, pour moi, hein, c'est clair que toute cette création d'argent, ça crée une inflation dans le prix des actifs. Donc, est-ce que c'est une bulle? Pendant longtemps, je croyais que c'était une bulle, et maintenant, je dis je ne dis pas que c'est une bulle, parce que je dis que c'est de l'inflation. Et c'est une distorsion, parce que dans l'autre chose qu'ils ont dit dans cet article sur l'étude à Londres, ils ont dit que c'était de plus grande redistribution d'argent, parce que l'argent est parti chez les propriétaires à partir des locataires. Les locataires, ils sont tout d'un coup... mais c'est une façon, mettons, quelqu'un qui a un travail normal à Londres ou à Los Angeles, il a beaucoup de mal à acheter une maison. Donc, en fait, ça revient à une diminution de salaire. Pour les actifs financiers, en tout cas. Alors, moi, j'ai toujours pensé que je dis Kenneth Rogoff parce que c'est un économiste en général, je ne suis pas d'accord avec Kenneth Rogoff. Il raconte une chose, je dis, mais quoi? Mais Kenneth Rogoff, il a publié un bouquin en 2016 qui s'appelle The Curse of Cash. The Curse of Cash, c'est la malédiction du liquide, de l'argent liquide. Et il a dit que la prochaine crise financière, il va falloir résoudre la prochaine crise financière avec des taux d'intérêt négatifs. Et il a dit c'est dommage, si on a du liquide, on ne peut pas faire des taux d'intérêt négatifs parce que les gens ils vont prendre de l'argent de la banque, ils vont mettre sous le lit. Parce que si on laisse son argent à la banque et on a des taux négatifs, les gens ils ne vont pas être d'accord. Mais lui il pense ça. Et avec ça, moi ça fait longtemps que je pense aux taux négatifs. Parce que moi je pense que s'il y a une crise, la première industrie, c'est-à-dire je vois la dérivée du cost share de l'industrie de la finance,
c'est grandissant. Si on a une crise et si on commence à se contracter, moi je pense que l'industrie de la finance, si le dérivé reste positif, eh bien, ça va souffrir beaucoup s'il y a une contraction de l'économie. Bon, on va parler du pétrole. On va parler du pétrole. Donc ça, j'ai pris Rune Lickburn. Il a fait ce graphique. Ça date de 2014, donc c'est pas exactement, enfin, c'est pas au point, mais ça vous donne, je le montre pour vous donner l'idée de ce qui se passe. Donc, à droite, bon, ça ici, vous avez la production du pétrole mondial, par tranche de prix. Donc en bleu, vous avez le prix moins de $20 le baril pour extraire. En jaune, c'est entre 20 et 40, en mauve, entre 40 et 60, et en rouge, de 60 à $80. Tous les chiffres, il faut prendre tous les chiffres approximatifs. Tout est approximatif. Mais ce que ça donne, alors là à ASPO on est très fiers parce que en 1998, quand le pétrole était $10 le baril, ça coûtait $10 le baril, et Jean Larère et Colin Campbell, ils ont publié un papier qui disait la fin du pétrole pas cher. Et donc, ils ont dit la fin du pétrole pas cher, ça serait à peu près 2005. Et vous voyez, ils parlaient du pétrole à moins de $20 le baril. Et donc, ils avaient à peu près raison. Ceux qui n'ont pas vu, ils n'ont pas. Enfin, il y a du pétrole plus cher, c'est pour ça que c'est très important de connaître, pour prévoir la production du pétrole et pour estimer les réserves de pétrole. Juste une parenthèse, le GIEC, quand ils font leurs estimations de combustibles fossiles, il y a énormément de variations sur les estimations de réserves. Et en général, le GIEC, ils prennent des estimations hautes. Avec ASPO, ils disent que la prévision la plus catastrophique pour le climat, c'est pas possible, il n'y a pas de quoi faire. On peut pas. Jean Larère, ses prévisions, c'est plus 3 degrés maximum, même si on ne fait rien. Alors, moi je vous parle de ça parce que, en fait, vous allez voir, enfin, pour moi, vous allez voir le pic de production de pétrole et vous allez être affronté avec ça dans votre vie professionnelle. Parce que enfin, pour moi, hein, c'est ce que je crois. Et moi, j'ai un peu peur de ce qu'on appelle une falaise de Sénèque. Sénèque, vous savez qui était Sénèque? C'était le Romain. Et Sénèque, il a dit il faut des générations pour construire un empire, et ça peut s'effondrer très vite. Et moi, personnellement, j'ai un peu peur d'une falaise de Sénèque. Pourquoi? Parce que, pour ces raisons-là, on a perdu 440 000 emplois dans le pétrole depuis que le prix a baissé fin 2014. Les découvertes sont très bas. LTO, c'est light oil. Ça, c'est du pétrole fabriqué avec du fracking. Fracturation hydraulique. Et moi, j'ai peur que ça soit anti-swing. Tandis que. Bon. EOR.
Light tight oil, c'est du pétrole fait. EOR, c'est Enhanced Oil Recovery. C'est anti-swing. C'est-à-dire le swing, c'est. Donc, c'est quoi le swing? Alors, le swing, on parle d'un producteur swing. Pendant longtemps, l'Arabie Saoudite était le producteur swing. Et producteur swing, c'est une espèce de tampon de prix. Et donc, le tampon de prix, quand il y avait pénurie de pétrole et le prix montait, l'Arabie Saoudite ou l'OPEP, ils produisaient plus, ils avaient de la marge, donc ils produisaient davantage pour amortir la hausse de prix. Et quand il y avait surproduction, en fait, dans la théorie économique, on dit que quand il y a surproduction, le prix baisse, et donc c'est le producteur marginal qui doit baisser de prix. Dans le pétrole, c'est entièrement faux. C'est-à-dire le producteur qui baisse le prix devrait être le producteur le plus cher. Mais dans le pétrole, c'est pas cher parce qu'une fois qu'on a creusé un puits, on ne va jamais fermer le puits. On a déjà dépensé l'argent pour creuser le puits. Et donc on ne va pas fermer le puits, donc ce n'est pas le producteur le plus cher qui diminue sa production. En fait, le producteur le plus cher, il pousse sa production au maximum parce qu'il veut faire le plus de pétrole possible pour rembourser ses dettes. Et donc, historiquement, c'était l'OPEP et surtout l'Arabie Saoudite que quand le prix était trop bas, l'Arabie Saoudite a diminué sa production. Et donc ça s'appelle le producteur swing. Et moi, j'ai peur que LTO soit le producteur anti-swing. C'est-à-dire que la production a surpris tout le monde, y compris moi-même, dans l'environnement de prix bas. Moi, j'étais sûr que LTO allait se casser la gueule grave. Et en fait, ça... Bon. En fait, le LTO, ça produit beaucoup plus que la plupart des experts ont pensé. Et moi, j'ai craint que quand le prix va monter, on va être surpris parce que LTO ne va pas suivre, qu'ils ne vont pas produire autant que les gens pensent. Donc ça c'est l'investissement. Parce que, en fait, comment est-ce que, je viens de le dire, en fait, comment est-ce que un secteur ajuste un prix bas? Si vous lisez, si vous lisez, en fait, j'ai pas la référence, mais ce qu'ils font, ils poussent le maximum de la production aujourd'hui parce qu'ils ont des échéances de dette et ils sacrifient la production future. Oui. Parce que la production future, c'est-à-dire exploration, ils ont diminué la prospection. La prospection, la prospection en mer, les coûts, ils ont été anéantis. Et donc pour s'ajuster à la baisse de prix, donc ce sont des investissements. Donc vous voyez entre 2001 et 2013, les investissements ils ont augmenté à peu près de 11% par an. Et il y a un retard en haute mer, il faut des effectifs, mais les projets à long terme ont fortement chuté. Tous les projets à long terme ont fortement chuté et ils ont appuyé les projets qui produisent le plus vite possible. Alors, en haute mer, quand il restait que 2 ans pour faire produire, bon, ça, ils ont maintenu les investissements, mais le truc qui allait produire dans 5 ans, ils ont arrêté. Et donc, il y a un retard entre ce qu'on voit en investissement et production. Ça, c'est les découvertes. Entre 2000 et 2015, on découvrait tous les ans à peu près un tiers de ce qu'on brûlait en pétrole. Et entre 2015 et 2017, on a trouvé, les découvertes étaient à peu près un tiers de ce qu'ils étaient entre 2000 et 2014.
Donc ça a l'air pas trop mal parce qu'il y a le gaz. Le gaz c'est en rouge et le pétrole c'est en... C'est quoi en vert? Donc les découvertes de pétrole ils n'ont jamais été aussi bas, depuis 1950. Ça c'est le bilan financier du back-end. Enfin, je reviens à la question du swing. LTO, c'est le light tight oil. Et c'est pour ça que nous, on était tellement surpris par que la production de LTO résiste aux baisses de prix. Parce que ça, c'est les bilans financiers par mois pour la région du back-end. Et en rouge, vous avez la dette cumulée. Et donc, il ne gagne pas d'argent. Enfin, ça, c'est fait par Wood Midburn. Et donc, il a calculé que si le prix du pétrole monte de $5 sur 30 ans, et si on arrête de creuser des puits, donc Bakken, c'est une des régions où on fait du fracking. Il y en a 4 ou 5 régions principales où on fait du fracking. Et donc le Bakken, c'en est une. Et donc lui, il a regardé, il a quantifié, après il a fait le comptable. Et il a dit si on arrête de creuser aujourd'hui, si les prix montent et restent stables de plus de 5 ans, sur 30 ans, ça va rapporter, parce que les puits sont toujours en train de produire, hein, mais les puits, ça va rapporter 3,5%. Ça va rapporter 3,5%, pas tous les ans, mais sur 30 ans. Donc ça, en fait, c'est pour ça qu'on était étonnés, parce que ça ne rapporte pas, et ça marche grâce aux investisseurs. C'est-à-dire ils n'ont pas de fric, ils vont sur les marchés financiers, ils ramassent du fric, et puis il y a eu beaucoup de faillites, hein, il y a beaucoup de gens qui ont perdu du fric. Mais dans la finance, l'esprit c'est acheter bas et vendre haut, et donc le prix du pétrole était bas, ils ont dit c'est le moment d'acheter.